Merci Dominique, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci de nous rejoindre pour ce second débat consacré à la ville de Laon. Elle est la ville-préfecture du département de l'Aisne avec 24 200 habitants, près de 43 000 dans l'agglomération. Laon et sa ville haute, sa cité médiévale, la cathédrale gothique de renom Notre-Dame. Mais Laon reste méconnue. Elle se situe à proximité des champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Laon, c'est aussi un tissu économique composé de TPE, PME, une cité administrative, un hôpital, premier employeur de la ville, avec 1000 emplois. Le maire sortant, Éric Delay, réélu largement dès le premier tour en 2020, se représente. Préservera-t-il son mandat face à 5 autres candidats et une division au sein de l'extrême droite? 6 candidats en lice pour ce premier tour. Vous allez entendre leurs propositions sur l'économie, le cadre de vie et la sécurité municipale 2026 dans la 3e ville de l'Aisne, à Laon. C'est parti. Bonsoir Éric Delay. Bonsoir. Alors vous êtes le maire d'Hiver-Centre et président de l'agglomération sortant, Horizon, et vous vous représentez, vous êtes soutenu par les Républicains. Aude Bonneau-Vendorme, bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes ancienne députée Renaissance du département de l'Aisne, vous êtes candidate d'Hiver-Centre à la tête d'une liste citoyenne. Avec nous également Dominique Caillé, bonsoir. Bonsoir. Pour le Parti Socialiste, vous portez une liste d'union de la gauche composée des écologistes ELV, de Place Publique et du Parti communiste français. Face à vous, Jean-Louis Pernel, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes candidat lutte ouvrière et vous vous présentez pour la 5e fois à ces élections municipales dans la ville de Laon. Enfin, Emmanuel Servi, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes candidat d'hiver extrême droite. Vous n'avez pas reçu l'investiture du Rassemblement national que vous aviez demandé. Alors en fait, ils sont venus vers moi, ils m'ont fait des propositions. J'ai fait part de mes conditions qu'ils n'ont pas acceptées. Ils ont leur candidat, je suis un homme de droite. Pas d'investiture RN, vous êtes classé d'hiver extrême droite. Enfin, notez que Nicolas Dragon, député RN de l'Aisne et candidat pour les élections municipales à la tête de liste RN, n'a pas répondu à nos sollicitations et ne participera pas à ce débat. Merci à vous 5 d'avoir accepté de débattre. Alors, comment relancer l'attractivité économique? C'est l'un des enjeux de ces élections municipales. Laon accueille notamment la préfecture de l'Aisne et ses emplois tertiaires, un tissu économique dominé donc par les services publics, le monde de l'entreprise. Il est très représenté avec des TPE, PME. Éric Delay, quel est votre bilan sur le plan donc, des entreprises? La fermeture de l'usine Sonoco, c'est 120 emplois supprimés par le géant américain en janvier, a-t-elle fait plonger le taux de chômage à Laon? Non, absolument pas. Sonoco, effectivement, la décision d'un groupe mondial américain, bien malheureusement. Mais heureusement, d'autres entreprises sont arrivées sur le territoire depuis ces 6 dernières années. Je pense à l'entreprise de TIH de l'Ain, De Coq, je pense à Fruits et Création, je pense à P3 Logistique Europe, je pense à Thermogreen qui est en train de construire une usine de transformation de polystyrène recyclé en panneaux isolants avec la création et le recrutement actuel de 55 emplois. Nous avons vendu la moitié du stock de foncier depuis 6 ans, 57 hectares, ce qui représente 80 terrains de football. Donc le territoire se développe, bien heureusement, et nous faisons tout pour qu'il se développe. Bonneau-Vendorme, est-ce que vous reconnaissez le bilan du maire sortant sur le plan économique? J'y mettrai quand même un bémol puisqu'on a quand même un taux de chômage sur Laon qui est de 9,1, bien au-delà de 7,5 nationalement. Mais je comprends les avancées, j'y souscris, mais je pense qu'il faut faire mieux et plus. Alors plus, qu'est-ce que vous proposez justement sur le plan économique dans l'agglomération si vous êtes élu? 3 axes. La formation. Je pense qu'on a une petite carence sur la formation. Donc, dès le début, il faudra assurer du soutien scolaire jusqu'au baccalauréat, de l'enseignement sup, de la formation tout au long de la vie. Il faut développer, il faut attirer les étudiants, il faut attirer les apprentis pour que les entreprises puissent s'implanter, venir et se dire que là,
il y a possibilité d'avoir des personnes formées à disposition. Alors, vous évoquez le taux de chômage. On va donc donner les chiffres du taux de chômage dans la ville de Laon, l'agglomération, au 3e trimestre 2025. À Laon, 9,1% de taux de chômage. Je vous invite à regarder ces chiffres. Il était de 9,5% il y a un an. Dans l'Aisne, 10,3%. Hauts-de-France, 9,2%. Et en France, 7,5%. Donc, la parole est à Dominique Caillé. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? Donc, le monde de l'entreprise pour l'Union de la gauche, vous voyez plutôt une économie solidaire et sociale. Dans les ZAC, et tu as également les zones d'activité commerciale. Comment voyez-vous les choses? Oui. Il faut dire dès le départ que 85% des établissements exerçant sur la commune de Laon, pas sur la zone d'emploi, relèvent de la sphère présentielle. Donc ça veut dire que le reste, les 15 autres pourcents restants, relèvent de la sphère productive. Et c'est elle qui souffre. Parce que la fermeture de Sonoco, qui était parfaitement dans la sphère productive, fait qu'il y a des 170 emplois qu'il faut retrouver. Alors vous misez sur l'économie sociale et solidaire, y compris dans les ZAC. Combien d'emplois est-ce que vous attendez dans ce domaine? Alors, sur le nombre d'emplois qu'on peut créer, on va être dans un premier temps forcément dans une démarche d'exploration et de fixation des besoins. Il faut rappeler quand même, comme disait Madame Bonneau, que la formation, c'est niveau 3, nouvelle norme, maximum pour 60% de la population de plus de 15 ans. Donc c'est un véritable enjeu et qui se posera à la fois sur les entreprises de l'ESS que nous souhaitons voir monter que pour les autres entreprises qui pourraient s'installer. Emmanuel Servi, donc vous imaginez, est-ce que vous êtes en accord donc, avec le Parti socialiste sur ces idées d'économie sociale et solidaire? Vous imaginez plutôt une économie tournée autour de la, comment vous aviez dit, c'est-à-dire du sur-mesure, voilà, du sur-mesure, et d'économie de pointe. C'est-à-dire que nous, on n'est pas d'accord avec la situation actuelle. On trouve qu'on peut avoir des objectifs beaucoup plus ambitieux. Je pense qu'on ne parle pas de développement, on parle de mouvement, une société publique qui change de trottoir, un ophtalmo qui s'installe. Aujourd'hui, il faut mettre de l'industrie, il faut mettre de l'artisanat autour de l'industrie. Et pour ça, vraiment, Laon a tous les atouts. L'éloignement n'est plus un sujet aujourd'hui avec la technologie moderne. Il y a des régions autour de Laon, sur la Seine-et-Marne ou en Belgique, où ils sont saturés. Il faut aller voir les patrons, vendre notre ville, vendre notre capacité de s'adapter et de comprendre leurs problématiques. Alors, je vous arrête. Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans le bilan du maire sortant? Vous disiez le bilan, non, mais chacun son bilan, chacun son projet. Moi, quand on dit que ça fonctionne bien, je trouve que ça fonctionne pas. Les Lanois trouvent qu'il n'y a pas assez d'emplois économiquement. Ma pensée, quand on annonce l'arrivée sur la Gazette Picarde d'hyperchargeurs que ça se réalise pas, on se dit tiens, on pourrait avoir des excuses plutôt qu'un bilan. Moi, un ophtalmo qui se développe, quand je prends les communiqués du développement économique, on ne parle pas de la même chose. Donc vraiment, on assume, on veut de l'emploi industriel. Répondez. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on va chercher les entreprises à l'extérieur. On participe chaque année au Salon international de l'immobilier à Paris avec la région des Hauts-de-France pour vendre le territoire. J'ai lancé une grande campagne d'attractivité. Venez vivre à Laon aussi pour faire connaître notre territoire. Et toutes les actions que nous menons en termes d'événementiel et d'animation sont là pour faire connaître nos territoires auprès des entreprises. Notre rôle, c'est d'être des facilitateurs auprès des services de l'État, auprès des pompiers notamment. On a un accompagnement très fort. Il ne se passe pas un mois sans qu'on réponde à des appels à projets lancés par la région des Hauts-de-France. Et voilà, et on a du résultat. P3 Logistique Europe, aujourd'hui, travaille sur un projet de 95 000 m² de bâtiments logistiques avec à la clé plusieurs centaines d'emplois. On va l'évoquer. Mais ça nécessite bien évidemment de la discrétion, de la confidentialité quand on travaille effectivement sur ce genre de dossier. Alors justement, on va laisser, si vous voulez bien, Jean-Loup Pernel s'exprimer. Des centaines d'emplois qui ont été supprimés ces dernières années. Ceux qui sont depuis un certain temps à Laon, Attal, Pirelli, maintenant on appelle ça Carnot, maintenant Sonoco, 120 personnes, mais il y a eu plus de 1000 personnes à une époque. Donc des tas d'emplois qui ont été supprimés. Ils n'ont pas été supprimés parce que c'est un groupe américain. Ils ont été supprimés parce qu'il y a une guerre sociale aujourd'hui dans les entreprises qui veut produire autant avec moins de gens et accentuer la rentabilité. Sonoco, la production qu'il fait, il va la faire ailleurs. Et ils ont carrément dit que
ça nous intéressait parce que ça leur coûterait moins cher. Donc, ça sera plus rentable et tant pis pour les 120 Lutte familles. ouvrière, vous mettez les travailleurs au cœur de votre programme politique. Comment vous envisageriez les choses si demain vous êtes élu à la mairie, à l'agglomération? Eh bien, je ne pense pas, contrairement à ce que certains font semblant de penser, que les emplois, ça soit les maires qui les ramènent, etc., etc. Il y a une avalanche en ce moment d'aides. Il y a des surenchères. Chacun un petit peu plus, un petit peu plus. Et finalement, c'est quand même de l'argent qui ne va pas directement à la population. Et quand ces entreprises s'en vont, comme Sonoco, ils ont reçu des aides à une certaine époque et ils n'ont jamais remboursé ces aides. Et on pourrait multiplier ces exemples. Est-ce que vous, et je par voudrais exemple, finir là-dessus, que le monde de l'entreprise, ce n'est pas seulement les patrons. Moi, ce que je vois aussi, c'est que les entreprises danoises comme Intuit, par exemple, les gens qui travaillent là-dedans travaillent avec des cadences infernales. Créer des emplois, ça voudrait dire effectivement diminuer les cadences, partager le travail entre tous. Alors, sur ce que demande Jean-Loup Pernel, les financements publics qui ont été donc attribués, est-ce que donc les entreprises qui ont mis la clé sous la porte, licencié du personnel, est-ce qu'il faut qu'elles remboursent? Il n'y a pas eu de financement public de Sonoco en premier lieu. Et quand nous avons... On remonte à très loin. Oui. Moi, je ne remonte pas aux années 70. Mais quand on apporte une aide à l'immobilier d'entreprise, parce que la communauté d'agglomération apporte une aide à l'immobilier d'entreprise, 10% du montant de l'investissement, celle-ci n'est pas versée immédiatement, elle est versée en 5 ans. Et si l'entreprise ferme dans ce délai, effectivement, on lui demande de rembourser ce qu'elle a versé. Un tour de table rapide. Est-ce que les aides doivent être consacrées à l'emploi? On ne peut pas comme ça continuer des aides. Bien sûr, il faut personnaliser les projets. Moi, je dis qu'il faut arrêter les forums, en tout cas pas faire que les forums. Il faut aller chercher les chefs d'entreprise là où ils sont, leur parler comme eux. Faut-il rembourser ces aides publiques si demain... Mettre en réseau les entreprises, les acteurs économiques d'un territoire, c'est important, d'où effectivement les forums, les salons qui sont organisés, les soirées de développement économique sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité. On va finir le tour de table de l'économie. Alors sur cet aspect, donc faut-il rembourser les aides publiques si l'entreprise finit par fermer son entreprise? En général, ce genre d'entreprise a organisé le fait qu'elle ne devra jamais rembourser ses aides. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu d'action des collectivités ou même des régions ayant abouti à un remboursement. Alors pourquoi ce tour de table? Parce que si vous êtes élu demain maire, donc il y a une double élection, je le précise, la mairie, l'agglomération, dont la compétence économique est la compétence première. Aude Bonneau, même question, est-ce que demain, si l'entreprise bénéficie des publics, est-ce que vous seriez favorable à un remboursement de ces aides publiques? Mais dans le principe, c'est de l'éthique, c'est normal. C'est de l'argent de l'État. Mais ce n'est pas systématique. Mais ce n'est pas systématique et ce n'est pas le cas là. En revanche, je pense qu'il y a nécessité de faire un vrai accompagnement, une vraie cellule opérationnelle d'accompagnement des entreprises. Alors, il faut. Les entreprises. Donc, les entreprises locales. Il faut des réunions avec les entreprises. Il faut un vrai réseau. On peut se satisfaire de tout, mais le bilan, quand même, c'est 9% de chômage. Et je ne parle pas du chômage des jeunes. C'est plus de 30% de chômeurs entre 18 et 24 ans. 30%. Qu'est-ce que c'est que l'avenir d'un jeune aujourd'hui dans le... D'où l'intérêt de former. On en discutera à propos de la sécurité d'un tas de choses. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça, avec une misère qui se développe. Parce que, et juste, l'emploi, quelque part, ce n'est pas au niveau de l'an que ça se décide. Par contre, il pourrait y avoir aussi des emplois créés dans la fonction publique, parce que ça ne manque pas de besoins dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, etc. C'est exactement le contraire qui se passe aujourd'hui. En ce moment, on licencie, on supprime des postes, que ce soit à les hôpitaux, etc. Et quand par hasard on crée des lits, ce n'est pas le maire qui les a créés, je le rappelle. Merci, Monsieur Pernel. On va aborder maintenant le centre-ville. L'économie, c'est aussi le centre-ville et les commerces. Comment développer face au e-commerce et à la concurrence des grandes surfaces entre villes hautes et villes basses? Le cœur de Laon, il souffre, comme dans d'autres villes de même taille. Commerce fermé, donc certains logements vacants. Baisse de la fréquentation. Comment stopper cette spirale? Éric Delay, le centre-ville de Laon, bénéficie du dispositif Cœur de Ville. Quel bilan faites-vous? Les moyens sont-ils suffisants?
Alors, il faut vraiment intervenir dans toutes les dimensions pour travailler sur cette problématique des centres-villes, qui est une problématique, comme vous l'avez dit, qui est générale et qu'on retrouve dans toutes les villes. Sur le commerce, entre 2019 et 2023, nous avons fait reculer la vacance commerciale de 25 à 12% d'une manière générale sur la ville, avec une difficulté particulière de la ville de Lens, c'est qu'il y a une ville haute et une ville basse, donc des centres-villes commerçants en ville haute et en ville basse. Alors, on a mis en place des boutiques éphémères pour aider des porteurs de projets à tester leur activité. Cœur de ville, dont vous avec le bénéficiez par dispositif l'État. Cœur de ville et qui marche. Et ce dispositif des boutiques éphémères marche très bien puisque derrière des commerces ont pu se créer. Nous avons renforcé les animations, les événementiels, les décorations de rue. On a construit les halles de Lens, on a construit de véritables halles de marché dans le quartier de Vaud pour ramener du flux et créer une synergie avec le quartier commerçant de Vaud. On a préempté des cellules commerciales pour les rénover et on a soutenu la modernisation de commerces, 39 commerces, 132 000 euros de subventions. Donc justement, vous évoquiez le nombre de commerces vacants, 12% de vacances commerciales au centre-ville. Donc Aude Bonneau, ensuite on donnera la parole, donc Dominique Caillé. Ces logements, ces magasins vacants, on va dire, ces locaux vacants, est-ce que vous seriez favorable à une taxation pour faire en sorte que cela tourne et qu'ils soient donc habités par des commerces à moins de... Alors, si vous me permettez, je vais juste revenir sur le dispositif Cœur de ville, puisqu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes et qui préconise deux choses. Qu'on fasse appel à une vraie ingénierie financière pour la ville de Lens, pour aller chercher les subventions, et que le seul regret, enfin un des regrets, c'est qu'il n'y a eu qu'un projet structurant qui sont les halles. Oui, donc voilà, je prends le rapport de la Cour des comptes. Que voulez-vous dire, Aude Bonneau, que l'ingénierie, donc ça n'a pas été suffisant? Alors, voilà, nous avons recruté une chargée de mission subvention qui va effectivement aujourd'hui chercher ces subventions, notamment auprès des fonds européens. Parce que les subventions, la source se tarit. Je rappelle la situation des départements aujourd'hui. C'est de plus en plus compliqué d'avoir des subventions du département. La région voit ses budgets diminuer. L'État, je n'en parle pas avec l'état des finances publiques. Alors, donc aujourd'hui, il faut aller aussi les chercher auprès de l'Europe. Sur un programme où la ville va acheter les locaux vides, où la ville va faire 34 appartements à 34 millions, 1 million d'euros l'appartement. Mais j'y viens. Un programme à 30 millions auquel vous rajoutez la valeur des appartements que vous allez vendre, ça fait 34 millions. Pour à peu près 34... Je raconte n'importe quoi. Quand vous dites n'importe quoi, je vous respecte. Éplucher les dossiers. Mais, ceci dit, les appartements, j'ai largement épluché les dossiers. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de garage. 34 appartements avec 4 garages. Ça n'est pas 34 appartements. Alors, c'est combien? On va laisser... S'il vous plaît, c'est combien? Alors, ça vaut le coup. Parce que monsieur parle du plan sur les friches immobilières. Aujourd'hui, dans les centres-villes anciens, on a souvent des immeubles extrêmement délabrés, on va en parler, dont les propriétaires ne s'occupent plus, qui sont complètement abandonnés. On a donc décidé de lancer un grand plan friche sur 15 ans avec la société d'équipement du département de l'Aisne et l'établissement public foncier des Hauts-de-France. Et c'est un plan de 30 millions d'euros sur 15 ans de temps, tout à fait, avec une subvention d'équilibre de la ville. Pour l'équilibre on arrive à 34. Pour l'équilibre du temps de parole, on va laisser donc s'exprimer Dominique Caillé pour l'Union de la gauche. Donc, pensez-vous qu'il faut contraindre les propriétaires de cellules vides commerciales si demain vous accédez donc à des projets de fauteuil de maire? La taxation est déjà en route. Oui. Bon. Alors après, dans l'ensemble, le grand problème du plateau, c'est qu'il a une mauvaise image. Quand on va en ville basse, le plateau, il n'y a rien, c'est sale, on ne peut pas se garer. Il faut donc avoir une action de communication quasiment psychologique qui est de réexpliquer aux Lannois déjà, et peut-être un peu plus loin, que le plateau, c'est bien. Non, mais il ne faut pas expliquer, il faut le rendre bien. Pour remettre de la circulation, du stationnement. Si je peux me permettre d'intervenir sur ce sujet, je ne pense pas que les problèmes des locaux vacants et des locaux qui ferment, parce qu'en général, ces boutiques, elles ouvrent, et puis elles ferment en général assez rapidement après leur ouverture. Je pense qu'il y a un problème dont on ne parle pas ici, c'est un problème de pouvoir d'achat. Voilà, c'est qu'à un moment donné, quand on ouvre une boutique, il faut avoir des clients en face. Et aujourd'hui, il y a des boutiques, moi quand je passe devant, je me dis, celle-là, elle va fermer dans combien de temps? Parce qu'il n'y a pas, parce qu'aujourd'hui, les gens, avec les très bas salaires qu'ils ont, ils vont faire leurs courses dans les grandes surfaces. Ils ne vont pas s'acheter de l'artisanat. Donc c'est peut-être très bien qu'il y ait des boutiques multiples, mais en tout cas, les gens qui ont des bas salaires, ce n'est pas là qu'ils vont. Donc c'est vraiment, il y a un problème des bas salaires qui se répercute sur tous les problèmes. Donc l'augmentation des salaires que vous sous-entendez, monsieur Jean-Loup Pernel.
On avance dans ce débat, si vous voulez bien. Un autre enjeu de ces élections municipales, c'est le cadre de vie, l'environnement. L'An bénéficie d'un cadre patrimonial absolument remarquable, mais pour les habitants, l'entretien, la mobilité, la facture énergétique restent prioritaires. Alors voyons comment vous comptez améliorer le cadre de vie. Quelles actions concrètes comptez-vous mettre en place pour améliorer la propreté et l'entretien de l'espace public, Aude Bonneau? Alors, je vais peut-être commencer par, pour moi, un des projets les plus importants, c'est de remettre une navette autonome qui fera la liaison entre la ville basse et la ville haute. Oui, et pour cela, je sais que l'interrogation, c'est le coût, mais il existe 5 dispositifs d'aide et de subvention, et on a fait le calcul. Je pense que les Lannois seront heureux d'avoir une navette tant attendue pour un coût moindre. C'est ça, le problème à Lens, c'est cet éloignement entre cette ville haute et cette ville basse, c'est le reliement. C'est le lien. C'est le lien entre les deux, et c'est là tout l'enjeu en réalité. Voilà, il faut arriver à faire de Lens une entité. Dominique Caillé. Comme le faisait remarquer d'ailleurs le rapport de la Cour des comptes, il disait qu'il y avait une très grosse fixation d'un enjeu de déplacement entre la ville haute et la ville basse. Donc à un moment, pour le moment, c'est des voitures. Et vos propositions à l'Union de la gauche? C'est de demander aux Lannois de prendre le bus. On arrête les voitures, fini les voitures alors? Non, on n'arrête pas les voitures, on dit aux Lannois, prenez le bus. De toute façon, ça sera plus facile pour vous garer en ville haute, puisqu'il y aura moins de voitures à garer. Et vous aurez même un certain confort d'usage qui sera lié à l'autobus. Éric Delay, je vous vois sourire. Bah oui, forcément. Alors, la navette autonome, j'aimerais bien savoir combien elle coûte, combien elle peut transporter de voyageurs à l'heure, et quelles sont les subventions dont parle Madame Bonneau. Vous voulez le POMA, c'était, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Le POMA, c'était un véritable gouffre financier. C'était moitié, c'est complètement passé. C'était moitié moins de voyageurs en 10 ans. Si on voulait rénover complètement, c'était au moins 10 à 15 millions d'euros pour rénover complètement le système du POMA, et ça ne correspondait pas à la réalité. Ça ne correspondait pas à la réalité des déplacements des Lannois. Pour être précis, d'où la création de nouvelles lignes de bus qui montent directement sur le plateau pour l'ensemble des Lannois, parce qu'une liaison gare-plateau, ça ne résout pas les problèmes de transport des Lannois. Merci Éric Delay. Donc pour être précis, Dominique Caillé, lorsque vous évoquiez la navette, vous parliez du POMA qui est en... alors ça n'est pas la même chose. Je parle d'une liaison funiculaire qui relie la ville haute à la ville basse, et qui ne fonctionne plus depuis 2016. Et vous avez tous des propositions pour le POMA, nouvelle formule, on va dire. Le POMA, c'était il y a 40 ans, c'est un prototype. Depuis, nous avons quand même bien évolué en technologie. Est-ce que vous parliez de la même chose ou alors, le prototype qui a été fait quand ça a commencé le POMA, il a été payé par le ministère, par l'État, et la municipalité, c'était, je crois, 7%. Et après, c'était quelque chose de surdimensionné par rapport à Lens. Parce qu'après, financièrement, l'entretien, c'était la mairie de Lens. Et effectivement, c'était un gouffre. Oui. Je voudrais savoir, en plus, tous les gens des quartiers ne rêvent pas d'aller en haut de Lens. Donc ça se pose comme problème pour les gens qui montent de l'école et qui montent en haut, et pour les gens qui y travaillent. Maintenant, c'est pas non plus le rêve. Il y a des moments où effectivement, et ça vaudrait le coup de renforcer les transports à ce moment-là, au moment de Noël, au moment d'un certain nombre de fêtes. On va se focaliser sur le POMA parce que c'est une machine, on va dire, un funiculaire emblématique. Du côté de l'Union de la gauche, vous souhaiteriez la relancer, ce POMA? Avant de dire oui, c'est pas possible. Avant de dire oui, c'est possible. Avant de dire non, c'est pas possible. Ça coûte trop cher ou ça coûte pas trop cher. Je pense qu'il faut réfléchir profondément sur comment on fait. Il y a 2 techniques. Allez à l'essentiel, s'il vous plaît. Est-ce que vous souhaitez la remettre en route, ce POMA? Donc, vous évoquez l'idée de le remettre en route, mais de manière la question centrale, c'est de savoir est-ce qu'on réutilise les rails ou pas. Mais il faut étudier quelles sont les solutions techniques qui reposent sur la réutilisation des rails. Alors, on a effectivement des problèmes de débit, des problèmes de trafic. Il faut les étudier avant. Voilà. Emmanuel Servi, qu'en pensez-vous? Vous avez aussi une idée de le remettre en route? J'ai plus qu'une idée, dans parce l'État. que c'est vraiment le cœur de notre programme de remettre une circulation fluide sur Lens. Ça va tout irriguer, ça va tout changer. Il y aura plusieurs étapes. On veut mettre rapidement des bus gratuits le samedi, le dimanche. C'est structurel. Pendant ces jours-là, il y aura moins de contrôleurs. Enfin, toute l'organisation change.
Bien sûr que nous sommes favorables aux successeurs du POMA. Les Lannois seront consultés avec des avis très éclairés pour qu'ils puissent prendre une position très librement. Et ce n'est pas que les Lannois, les gens de la communauté d'agglo sont respectés. Il y aura des parkings de périphérie, de la mobilité douce. Et tout ça, c'est vraiment essentiel. C'est important parce que c'est une compétence de la communauté d'agglomération. Donc il faut bien respecter aussi les maires de la communauté d'agglomération sur le sujet. Alors si je résume, pardon, avant de vous donner la parole, dans le développement économique, le renouvellement de la flotte de bus qu'on renouvelle chaque année, les aides au covoiturage qui sont mises en place et le développement des lignes de bus comme on l'a fait à la fermeture du pont. C'est de la Macronie, ça. Arrêtez les aides ciblées. Vous payez les vélos, vous payez... Il y a toute une partie de la population qui est aussi intéressée pour aller de Champagne à Île-de-France ou de Champagne à Montreuil que d'aller de Champagne au Haut-de-Lan. Donc il faut arrêter de faire une fixette sur le lien entre la ville basse et la ville haute. Merci, on va poursuivre donc dans ce débat. Je vous remercie sur la question de la sécurité. Riguelet, vous souhaitez armer la police municipale. Pourquoi ce choix ? Oui, c'est très simple. La sécurité, on sait que c'est un sujet de préoccupation très important pour nos concitoyens. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pendant ce mandat. On a triplé les effectifs de la police municipale. On a mis en place 80 caméras sur 50 points en ville. On a mis en place un centre de supervision urbain avec un mur de caméras. Et on est allé chercher un renforcement des effectifs de police nationale auprès du ministère de l'Intérieur. Et on a créé surtout une brigade de tranquillité nocturne en 2024, en janvier 2024. Cette brigade de tranquillité nocturne, par rapport à la brigade de jour, c'est complètement différent. Ces missions passent plus de missions de proximité à des missions d'intervention. Aude Bonneau, à côté de la mission d'intervention, à côté de la brigade anticriminalité. Et c'est pour ça que nous souhaitons aujourd'hui armer les policiers municipaux, notamment sur ces interventions de soirée avec la BAC. De plus en plus de villes moyennes équipent en armement aujourd'hui leur police municipale. On va laisser Aude Bonneau, est-ce que l'armement de la police municipale, vous, comme le maire sortant, la vous police municipale, non, c'est pas le cas. C'est pas sa mission. C'est pas sa mission. Et en plus, il faudrait former cette police municipale. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais on va déjà commencer par former, donner tout le temps nécessaire à la police nationale, à chacun sa mission. Je ne suis pas certaine que les policiers municipaux que je rencontre seraient ravis. Ils ont un taser depuis le 2019. Oui, et leur mission n'est pas celle... Ils en sont ravis, c'est eux qui en sont demandeurs. Et évidemment. pour les recrutements, c'est important. Et ils interviennent aux côtés de la BAC. Et parfois la BAC ne veut pas les faire intervenir parce qu'ils ne sont pas armés. Dominique Caillé, alors dans votre programme, vous prenez plutôt l'apaisement plutôt que la peur. Entendez-vous par là, pas pour les polices municipales. C'est de dire que la prévention de la délinquance, comme dans d'autres domaines, c'est surtout la compétence de la commune et du maire. La police municipale doit être en proximité des secteurs dans lesquels il y a éventuellement des problèmes qu'on connaît. Il faut mettre en place des éducateurs pour justement venir au contact avec les populations sensibles. Médiateurs sociaux. Apporter des messages adaptés de prévention sur tous les domaines. Parce que le problème de la prévention dans ces endroits-là, c'est les totales. Ce que nous souhaitons, c'est que soit diminué par la prévention le passage à l'acte et la récidive. Davantage l'accent sur la prévention. Donc Emmanuel Servi, l'armement de la police municipale. Alors, l'armement, c'est non. L'union de la gauche ou alors le maire sortant. On est tous les trois d'accord. L'armement, c'est non. Il faut préserver l'écart entre la police nationale, qui a un vrai rôle, et l'écart avec la police municipale, qui a un autre rôle. La police municipale, c'est humain, c'est du renseignement, c'est du contact pied à terre au contact des citoyens. Il faudra plus de policiers municipaux. On aura une brigade à cheval et en tout cas deux policiers à cheval l'été. L'émission, c'est pas la BAC. Elle intervient aux côtés de la BAC. Merci. Il nous faut un chien détecteur. Il faut pas un chien On a bien compris qu'il y avait des divergences sur cette question. Ne sera pas résolu avec l'armement de la police. Aujourd'hui, le problème principal de la sécurité, je ne sais pas, vous n'écoutez pas la télévision, voilà, il y a un risque de guerre. Voilà, en ce moment, on va vers la guerre. Et moi, tous les gens que je connais, c'est ça qui les inquiète, de savoir sur leur môme vont aller se faire trouver la peau. Pas d'armement de la police municipale pour vous, du côté de lutte ouvrière, à dernière plus de table. 90% des polices municipales des villes moyennes aujourd'hui sont au terrain. 10 secondes, votre mesure phare. On va dans tous les quartiers, 24 à 24. Allez dans les quartiers, allez avec la BAC comme je l'ai fait la nuit avec la brigade. Allez avec la brigade de tranquillité nocturne comme je l'ai fait le soir dans les quartiers, vous verrez. Mais on y sera, Et on
déjà. On a bien compris que c'est un point de divergence entre vous. Donc, c'est la fin de ce débat. Donc, à retrouver sur France.tv. Merci à vous d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Je vous retrouve ce lundi prochain, 18h15, pour de nouveaux débats sur Senlis et Saint-Quentin. Restez avec nous. Vous retrouvez dans quelques minutes Michael Guillot pour votre journal ici 19h20. Très belle soirée à vous.